8 mai. Donc, je reprends la thématique du voyage immobile, donc carnet ou cahier du voyage immobile. Donc, faire un voyage immobile, ça ne veut pas dire que c'est un voyage immobile, ça ne veut pas dire que c'est un voyage sans conséquences. C'est un voyage risqué, c'est un voyage qui réserve des surprises et quelquefois des surprises de gros calibre. Donc, voyager même sans bouger, sans se déplacer, en tout cas, voyager en ayant les pieds fixés au sol, sans bouger d'un centimètre, ou même quand on bouge de quelques mètres, sans plus. Mais autant quand on est assis tranquillement, là encore immobile, on est traversé par des corps célestes, alors des particules cosmiques de toutes sortes, et donc on peut rien faire contre. Particules cosmiques, là, c'est une chose tellement infime que ça passe à travers tout. Rien ne peut la stopper, elle passe à travers vous. Donc, c'est la même chose. Donc vous êtes là, assis, il y a des tas de choses, même les plus infimes, qui vous traversent. Je sais pas, c'est comme si vous voyagez, mais en même temps vous arrêtez tous les 100 mètres, n'importe où. Il y a des stations, des vraies stations, puis il y a des stations toutes petites, voilà. Il y a personne qui va descendre, mais c'est une station tout de même, il faut s'arrêter, il faut marquer l'arrêt. On est traversé par toutes sortes de choses, hein. Dans un voyage, on voit de tout. On voit des choses intéressantes comme des choses totalement sans relief. Voilà. Ça fait partie du paysage. Donc le paysage mental traversé par nous, ce paysage mental, il est assez divers. Comme on peut, en passant, on peut remarquer qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une chose, je sais pas, couper du bois. Ah, on voit quelqu'un qui est en train de suspendre son linge ou de le ramasser, puis on voit un enfant jouer. Ce sont là des choses qu'on voit sans réellement s'attarder dessus. Voilà, ça fait partie des choses prévisibles. Donc c'est ça. C'est la vie. Et quand vous êtes dans votre voyage immobile, vous avez des choses que vous voyez. Alors là, il y a la parole d'un tel. Et puis, il y a un moment qui revient. C'est un moment sans grande importance. Ça n'a pas été déterminant. Et pourtant, ça revient. Ça revient sous forme d'un souvenir, d'une évocation. Je sais pas. Juste, vous ne pouvez rien faire contre. Vous êtes là et vous regardez passer les choses dans votre champ visuel, mental, dans cette vision intérieure. Mais ô combien multiple et ô combien chargé. Il y a des choses. Alors simplement quand on se met à parler, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, les visions s'arrêtent. C'est ça l'intérêt. À part si on regarde une chose, mais devant soi, dans son, là, on y pense, mais on n'y pense pas longtemps. On va pas. Il y a une activité de visualisation et inactivée
pour laisser place à l'activité de verbalisation, l'activité d'énonciation. C'est vrai que c'est une activité très prenante et elle monopolise un peu toute notre attention. Donc on ne peut pas divaguer, ou alors divaguer avec les mots, mais on ne peut pas divaguer d'une autre façon à laquelle on est habitué. Il suffit que je regarde un élément. Tiens, je regarde, des fois je ne regarde rien en particulier, mais j'ai quand même une stimulation, j'ai quand même quelque chose qui apparaît. C'est bizarre. Dans le sorte de paysage presque vide, bah je reçois quand même des choses. Alors, des impressions. Qu'est-ce que j'ai enregistré? Ce paysage vide, comment ça se fait qu'il puisse me parler, qu'il puisse m'interpeller? Est-ce que je suis sensible au vide? Moi qui pensais être sensible au plein, voilà que je me rends compte que je peux être aussi sensible au vide. Bah, très bien, j'accepte, j'accueille. Donc le voyage immobile va vous prévoyer un parcours. Vous le mettez en place, vous passez du temps à le tracer. Je vais passer par cet endroit et après je vais bifurquer ou je vais m'arrêter, je sais pas, pour changer de moyen de transport. J'étais dans le train, puis je vais marcher ou je vais prendre un transport, je sais pas, un animal de trait, enfin un animal, je sais pas, je vais juste, je sais pas, je vais revenir aux temps anciens, quand on se déplaçait à dos d'être porteur, voilà. Je suis sur le dos d'un âne et je me déplace au rythme de l'âne. Faut pas forcer un âne. Et un âne, c'est tout sauf rapide. Un âne, c'est tout sauf pressé. Donc, on a prévu, on pense que le plan est parfait, est bouclé, et voilà que une chose se produit, une chose inattendue. C'est pas que tout le voyage tombe à l'eau, mais c'est qu'il se retrouve bouleversé, totalement bouleversé. Tiens, j'ai ressenti une grande peur. Et cette peur a été tellement forte qu'elle m'a obligé à faire une chose que je n'avais pas prévu de faire. Donc voilà, ça y est, je me retrouve embarqué dans autre chose. Et ça y est, je vais faire un voyage d'une extraordinaire singularité. Assis devant mon créateur. Et je vais passer un petit moment avec mon créateur. Et ce moment, il a beaucoup de signification pour moi. Ce moment, en même temps, il me comble, mais en même temps, il me fait mal. En même temps, je suis satisfait. En même temps, je ne peux pas m'estimer chanceux. J'ai du mal à finalement à jouir du moment. Je m'inscris dans une sorte de temps plus lent. Je vois une limite. Je vois une inéluctabilité. Je vois une fin pas heureuse. Je vois des choses. Je peux avoir tort comme je peux avoir raison, mais je peux pas faire autrement que de penser une chose affreuse. Voici que ce voyage est devenu presque impossible.
C'est vrai qu'il est tentant, c'est vrai qu'il est totalement, je veux dire, qui promet beaucoup, mais en même temps, il y a là comme comme un cadeau empoisonné. Voilà. Je vais faire confiance. Voilà, au hasard, à la destinée, peu importe, je vais essayer de, 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 de juste vivre l'instant et rien de plus. Mais je ne peux pas. Déjà, je vois les dangers à venir. Je vois les menaces, je vois toutes sortes de catastrophes. Et donc, et je sais que je ne vais pas y échapper. Alors, aurais-je dû rester sur mon ancien programme, ouais, j'ai bien fait de changer de programme au dernier moment. C'est vrai, un plan de voyage, il est fait pour être, je sais pas, changé en fonction peut-être des imprévus. C'est un voyage c'est un voyage qui normalement sait s'adapter à tout, donc à l'imprévu évidemment. Donc c'est pas un voyage imposé, c'est un voyage choisi librement. Alors l'imprévu peut être de plusieurs aspects. Un imprévu léger, plusieurs dimensions, un imprévu plutôt consistant. Puis on peut passer à un autre imprévu, celui-là, un imprévu presque totalisant, hein, celui qui vous force à tout laisser de côté, à tout abandonner tout ce que vous avez eu l'intention de faire avant. Vous devez consacrer toute votre énergie à vous occuper de ce qui est en train de se passer et cela n'était pas prévu. Faut être là, avec ses mots, avec ses propos, avec ses attitudes, avec son corps, avec son esprit, avec son cœur, avec tout. Faut être en phase avec l'instant. Donc voyage, 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 voyage. Souvent on a finalement on invoque un être supérieur, souvent pour expliquer, pour essayer de comprendre le phénomène de l'imprévu, du soudain et de l'aléatoire. Si c'est aléatoire, c'est que ça a une raison. L'aléatoire n'est pas sans raison. Il y a toujours une logique, il y a toujours une explication, il y a toujours un motif. Mais il y a un être qui, lui, est au courant. Mais nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas cette capacité-là, nous n'avons pas ce talent-là. Donc, on essaie de s'arranger avec l'imprévu, de faire de ce qui était une chose déstabilisatrice, d'en faire un élément de force, en tout cas autant que possible. Ouais, je chante l'imprévu. Moi, je me mets à louer l'aléatoire, loué sois-tu l'aléatoire, loué sois-tu, que ta gloire soit grande, ta gloire soit immense, que ton règne soit
éternel, loué sois-tu, toi, l'aléatoire. Loué, loué, mon Seigneur, mon Maître, l'aléatoire. Il n'y a que toi. Tu gouvernes tout. Tu es le Maître. Le Maître qui chapeaute tous les maîtres. Personne ne peut comme ça se réveiller en se disant tiens, c'est mon tour. C'est mon tour d'être le maître aujourd'hui. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas d'autre maître que toi. L'aléatoire. Je suis à tes ordres. Donc l'aléatoire est... en fait l'aléatoire, c'est-à-dire l'imprévu, l'aléatoire, c'est quelque chose que finalement c'est aléatoire, donc c'est ça, l'aléatoire et l'imprévu ne sont pas tout à fait synonymes. Donc l'aléatoire, c'est une chose qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas, c'est dissymétrique, c'est pas très équilibré. Alors, l'aléatoire, c'est trop aléatoire, justement, c'est trop incertain. Donc celui qui se réclame de l'aléatoire, il doit en supporter quelque part, non pas les conséquences, mais alors les caprices de l'aléatoire. Voilà. Aujourd'hui, je fais ta fortune ou je la fais pas. Ou l'aléatoire, ben, je fais ta fortune de façon peu signifiante. Je t'accorde un petit cadeau, un petit quelque chose. Donc à toi de trouver quoi faire avec. Tu vas être obligé de le prendre quand même, c'est mieux que rien. Donc voilà, t'as gagné ta mise. Enfin ah, et moi qui comptais gagner de quoi devenir une sorte de Dieu, voilà, que je suis réduit à n'être que moi-même. Voilà, j'ai gagné juste de quoi me remettre dans la partie. Voilà. De nouveau, je suis un joueur. De nouveau, joueur petit joueur, mais joueur tout de même. Tandis que l'imprévu, finalement, l'imprévu, c'est la chose qui vient nous bousculer, qui vient un peu se frotter à nous, et puis l'imprévu, c'est pas totalement imprévu, justement. C'est la chose qu'on avait prévue, mais que finalement on ne sait pas. On ne sait pas forcer, on ne sait pas comment la faire exister dans notre vie. C'est vrai, l'imprévu, voilà, moi je suis en déshérence et je cherche quelque chose pour éloigner cette déshérence. Donc, cette déshérence. Donc je vais être en demande, je vais être prêt. Donc l'imprévu, c'est juste, ça va être toi ou toi. Mais c'est tout, donc ça se limite à ça. Tandis que, peu m'importe, finalement, le moyen que j'ai de faire se produire l'imprévu. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. L'imprévu, c'est la chose qu'on attend depuis toujours. Un peu le miracle qu'on a souhaité voir apparaître. Voilà. L'imprévu, c'est... Ah, je pensais
que ça n'allait pas se produire aujourd'hui, que ça n'allait jamais se produire. Mais j'y avais pensé tout de même. C'est une chose que j'attendais là. L'imprévu, c'est de recevoir une météorite comme ça c'est pas l'imprévu, donc il n'y a aucune chance, même pas l'aléatoire. Il n'y a aucune chance que je puisse finalement être livré dans mon logis comme ça. Bien sûr que j'aime les météorites, c'est pour ça que j'en parle, mais les météorites, ça tombe pas n'importe où, justement. Donc, en ville, il y a peu de chance. Voilà. Faut aller. Donc, une météorite, ça a besoin de certaines conditions, je sais pas. Et puis, une météorite est une météorite. Moi, je veux une météorite qui soit quand même assez rare. Pas une météorite banale. Non, je veux un morceau de Mars. Pas un morceau de Jupiter, parce que c'est une planète non tellurique, mais je veux peut-être un morceau de la Lune, pourquoi pas. Mais ouais, je pourrais me contenter d'un morceau de Lune, mais pourquoi pas Mars. Soyons un peu... Ah, la ceinture des astéroïdes, là, encore mieux. Euh, la ceinture de Kuiper, si je le prononce bien, Kuiper. Je l'ai jamais prononcé, je l'ai toujours lu, donc je sais pas si je l'ai bien gardé en mot. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a peu de chance. Il y a peu de chance, donc on compte pas dessus. Par contre, quand on veut rencontrer des météorites, on s'équipe, on fait ce qu'il faut pour aller à la chasse aux météorites. Donc l'imprévu, c'est quoi? L'imprévu, c'est que, oui, que finalement, c'est l'ordre d'un souhait un peu modéré, voilà. Je souhaite un jour te rencontrer, voilà, de façon un peu non calculée, voilà. Tiens, tu es là, toi? Toi aussi, tu es là? Ah ben, je suis là. Ah, j'aurais jamais pensé te voir ici. Ah, mais c'est bien, je suis content de te voir. Voilà, c'était imprévu, mais prévu aussi. Quand on est en société, ben, on n'est pas totalement dans l'imprévu. On sait que on a des chances de faire des rencontres, soit d'y rencontrer des gens nouveaux, soit des gens qu'on connaît déjà. Donc il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances par rapport au fait, par rapport au fait de rester chez soi. L'éventualité d'une rencontre, évidemment, est trop faible pour la signaler même. C'est pas la peine de l'évoquer parce qu'elle est totalement, elle ne compte pas. Elle a pas... Alors voilà, donc voyage immobile, simplement, euh, on passe par des stations et quelquefois les stations, elles ont des noms. Alors ces noms, euh, on ne sait pas, on ne connaît pas la généalogie de ces noms, on ne sait pas. Ce que ça représente. Alors quelquefois c'est assez simple, c'est des noms géographiques, mais sinon ça peut être. Donc dans la vie, on se retrouve devant quelque chose comme ça et on ne sait pas, dont on ignore presque tout. Et on doit quand même c'est là, alors je m'attarde pas, j'essaie de me renseigner ou pas pour savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi ça, est-ce que ça a une histoire, est-ce que cela a existé du temps, par exemple,
de la poste, je sais pas, à l'époque de la poste à relais, je sais pas, par exemple, avant ces stations-là existaient, avant le chemin de fer, avant ceci et cela. Voilà que je me retrouve devant un mot, ou devant une image, ou devant un personnage, ou devant un concept, et je me demande, je sais rien, j'essaie de savoir un peu, de deviner l'histoire de ce que j'ai en face de moi, quelle est, en fait, comment il s'articule avec le présent, quelle a été ça, s'il a, je sais pas, est-ce qu'il a une épopée? Est-ce que ce mot-là ou cette image-là, ben, elle a, elle a une, elle a une histoire, dire, particulière à raconter. Alors l'épopée, c'est une histoire un peu, voilà, une histoire un peu glorieuse, un peu mythifiée, un peu légendée ou légendarisée, l'épopée. Pour avoir droit à porter aucun récit puisse être assimilé à une épopée, il faut qu'il réponde à certaines conditions. Et donc, l'épopée, c'est conséquent, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de bien, comment dire, bien complexe et bien mouvementé. Hein. C'est une chose qui évolue sur de multiples registres, que ce soit dans le temps, l'espace, beaucoup de personnages, beaucoup d'actions. Voici un peu l'épopée. C'est vrai que j'avais envie de raconter l'épopée d'un migrant ou d'un transfuge tchécoslovaque à l'époque où la Tchéquie et la Slovaquie ne faisaient qu'un, évidemment, c'est pour ça que je l'appelle tchécoslovaque. Et l'épopée sont l'épopée avec les mots, sont l'épopée avec le français, sont l'épopée avec l'arabe, sont l'épopée personnelle avec lui-même. Voilà, un personnage très singulier, comme beaucoup de gens, mais un personnage non pas mélodramatique, mais un personnage euh, euh, tragicomique. Voilà, il y a du tragique et du comique en même temps. Un personnage multiple, un personnage étonnant, un personnage détonnant, personnage quelquefois pitoyable, pathétique, voilà, un peu immature aussi, un peu plein de choses. Alors l'épopée, c'est l'épopée. C'est cette personne qui découvre un mot et qui s'extasie devant ce mot et le qui essaie de lui réserver un traitement spécial. Aujourd'hui, j'ai rencontré le mot engouement. Alors, je ne vais pas faire l'abécédaire de Deleuze, mais je vais faire autrement. L'engouement. Tiens, une sorte, c'est une sorte d'intérêt pour une chose, un intérêt fort, un intérêt qui vous, euh, qui se saisit de vous, qui vous prive un peu de votre libre arbitre, l'engouement pour une chose, un peu une passion, un peu une sorte de chose contre laquelle on peut pas résister, à laquelle on peut pas résister. Ouais, j'ai éprouvé de l'engouement pour, pour un pays, pour un voyage, pour un exil, pour une
une destination lointaine. Voilà, j'ai fait un voyage, je suis venu de très loin pour répondre à mon engouement. Voilà, c'est vrai, j'avais une attirance, et voilà, je suis là devant toi, victime de mon engouement. Là, je me trouve un peu au bout du rouleau et je dois un peu déchanter. J'essaie de renier mon engouement, de le maudire, voilà, de lui jeter la pierre. Mais bon, c'est difficile de se renier. Et qu'après, qu'est-ce qui reste? Donc voilà, donc le voyage immobile. Et on passe devant, je sais pas, au Radour, on passe devant des ruines, on passe devant le théâtre d'une tragédie, on passe et on doit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit enrager? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a là, dans ce paysage de fin de monde, il y a des choses insupportables. C'est un être qui se retrouve abandonné. Il a été laissé là par quelqu'un. On ne sait pas d'où il est, on ne connaît pas son histoire. On voit qu'il est marqué, qu'il est, qu'il porte des cicatrices, qu'il n'a pas l'air très équilibré. On voit qu'il a souffert, qu'il a pris des coups. Il y a des blessures récentes, des blessures anciennes. C'est un être torturé, un être qui n'a pas dû avoir la vie facile. Et on est là, et on le regarde. On ne peut pas le toucher. On doit rester un peu à l'écart. Prudence oblige. C'est un être peut-être affaibli, mais il peut cacher, il peut être dangereux. Donc il faut aussi, on est là, on regarde, on est obligé de regarder. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler le regard, il faut regarder. Même si on n'est pas concerné, on n'est pas responsable, on n'a rien fait, on n'a pas justifié, on n'a pas contribué, on n'a pas été complice, on n'a jamais je n'ai souhaité que toi ou toi, non. Ces gens-là, je les connais pas, mais je peux pas ne pas avoir, avoir un petit, comment dire, je les plaindre, obligé voilà. Donc, je commence un peu à m'alourdir, à ne plus trouver la force. Alors, il y avait une chose que je voulais traiter, puisque justement, cette histoire de perdre un peu le fil du voyage, le fil du voyage mobile, j'avais pensé à une chose qui s'appelait miserari. Miserari. Évidemment, miserari, c'est la miséricorde et non pas autre chose. Donc, miserari, c'est quand on affiche une sorte d'attitude de
de coupable et qu'on demande de l'aide et qu'on demande à ce qu'on fait appel à la compassion, qu'on fait appel à la pitié, bien sûr, misérable, et on sait à qui cela s'adresse en premier, mais c'est le problème. J'avais de quoi, et j'y avais pensé hier matin ou hier dans la journée, et j'ai pensé à ces choses-là. Donc je voulais me lancer dans une sorte de mise à nu, voilà, une nouvelle confession. Ça me gêne pas d'entrer un peu dans les registres un peu catholiques ou chrétiens, peu importe, mais en tout cas, donc je voulais parler de mes péchés, alors péchés véniels, péchés capitaux, péchés de toutes sortes et tout ce que j'ai fait, et parler aussi du jugement et de la sanction que je suis en droit de recevoir ou d'attendre. J'attends une sanction à la hauteur de mes péchés. Seulement la sanction, j'en ai déjà un avant-goût. Je suis en train de payer pour mes fautes. Fautes légères et fautes lourdes. Les fautes commises contre moi-même et fautes commises envers les autres. J'ai fauté, je n'ai su faire que cela. Un moment de confession, là, j'ai fait un voyage immobile, je suis entré dans, je sais plus comment on appelle, ces meubles ou cette partie réservée à la confession, j'ai oublié le nom. En tout cas, ça y est, je me suis assis. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre côté, mais ça me gêne pas, même si je devais m'adresser à personne, voilà. Je suis en place. Ce qui compte, c'est que je sois au bon endroit et que je commence ma confession. Attention, oreilles sensibles, s'abstenir. Il va y avoir du lourd. Je vais dérouler par le menu. En fait, je vais pas le faire, évidemment. Parce que j'ai rien de spécial, rien qui soit très appétissant. Mais, d'ailleurs, j'ai même pas la force de commencer ça, mais je l'ai déjà fait de plein de façons, notamment quand j'ai fait ce développement appelé je vais à confesse. C'est une manière un peu relevée comme ça, un peu enlevée plutôt que relevée, un peu enlevée, voilà. Je vais à confesse. Comme certains vont, je sais pas, on fait un acte, comme non, c'est la confession, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un acte, que l'on fait un peu qu'on pourrait ne pas faire, justement. La confession, c'est être conscient de sa responsabilité vis-à-vis des choses. Alors évidemment, on se surresponsabilise pas, mais il faut faire un peu d'exagération quand même. C'est vrai que la responsabilité, elle est là, mais ça me dérange pas non plus d'en rajouter un peu, sans en faire trop, mais un peu quand même. Je deviens important dans cette affaire, alors qu'en fait, je n'étais qu'un élément parmi tant d'autres. C'est moi qui ai entre les mains le destin de certains, alors qu'en vérité,
Ce n'est pas vrai. Mais j'aime le croire. J'aime croire que c'est moi qui ai fait ton malheur. C'est moi qui t'ai empêché de vivre. C'est moi qui ai obéré tes possibilités de bonne vie. Voilà. Je t'ai privé de ta capacité. Voilà. Alors donc misérable, c'est ça le problème. Le problème toujours, il est là. Il y en a qui ont rencontré Dieu, c'est très bien pour eux. Ceux qui ont eu toujours Dieu à leur côté, enfin, c'est comme ça qu'ils le présentent. Puis il y en a qui ont rencontré Dieu comme ça à un moment de leur vie, puis il y en a qui n'ont jamais rencontré Dieu. Ils voudraient bien, hein, c'est pas c'est qu'il soit totalement fermé, cette idée. Mais bon, il est où Dieu? Il est où? Il est où? On aimerait bien. On aimerait bien qu'il se manifeste, d'une façon ou d'une autre. Mais on ne sait pas. Dieu, bon, Dieu est misérable et bien entendu, c'est à Dieu que cela doit s'adresser. Sois clément, sois un peu léger, un peu, voilà, essaie de comprendre. Hein, qu'il y a quelques circonstances atténuantes. Alors, on ne sait pas. Comme il y a à ce que je suis pur, est-ce que je suis déjà, je veux dire, est-ce que je suis ou est-ce que je suis corrompu? Voilà le problème, la corruption de l'âme, la corruption de l'être. Est-ce que je suis corrompu ou est-ce que j'ai encore quelque chose de pur? Pur parce que désintéressé, parce que absolument désintéressé. Mais comment pratiquer le désintérêt de façon totale et effective et non pas comme une sorte de, non pas comme un discours, voilà, comme une affirmation, comme quelque chose qu'on lance, comme ça. Non, non, non. Le désintérêt, c'est une chose que l'on fait, que l'on pratique au quotidien. C'est beau, ce serait beau. Donc, oui, corrompu, je sais pas, 98%, il reste quoi? Il reste un et quelques de choses qui pourraient me sauver. Est-ce que c'est le 1,5% ou 3% ou 2% qui va pouvoir me sauver? Le reste, on ne sait pas. C'est indéterminé, voilà. Il y a 98% de corruption, et puis 1,5. Bon, il reste 0,50. Ben, je sais pas. Donc, mes erreurs et, je sais pas comment on pourrait dire, si tu pouvais m'entendre. Ah, sûrement, je suis pas le seul, je suis pas le plus, comment dire, il y a sûrement plus, plus urgent que moi comme cas. Sûrement, il y a des gens qui méritent euh, qu'on les met, ils méritent qu'on les prenne avant moi. Voilà, étudier, qu'on étudie leur cas et qu'on fasse quelque chose pour eux.
C'est vrai, mon cas est désespéré, j'ai pas rien. Je suis désespéré, mais j'imagine qu'il y a plus désespéré que moi. C'est vrai, je vais mourir de je dis combien de temps, seul, sans personne. Voilà. Voilà, j'ai été créé, mais j'ai pas créé. Donc il y a comme un problème. La loi, la première loi, je n'ai pas mise en application. La recommandation, multipliez-vous. Moi, je ne me suis pas multiplié, je suis resté un. Un et moins qu'un. Force de rester qu'un, on finit par décroître. Je suis en train de dépérir, de m'effondrer de façon continue, voilà. Je perds ma substance, je perds mon corps, je perds mon esprit, je perds tout. Si j'ose même pas me montrer à moi-même tellement je suis devenu hideux, un squelette. Voici ce que je suis, un squelette, hideux, et dire que Dieu m'a donné un corps comme cette personne qui chantait. Dieu m'a donné la voix, m'a montré la voix, m'a donné la voix, je sais plus quoi. En tout cas, Dieu m'a donné de quoi? A donné la capacité de discerner, la capacité d'arbitrer, la capacité de comprendre. J'ai été lucide, j'ai reçu tous les avertissements possibles. Voilà, on m'a conseillé. J'ai rien voulu suivre. J'ai suivi ma voie. Donc, Dieu m'a donné un corps. Et ce corps-là, j'en ai rien fait. Maintenant, ce corps-là est périmé. Ce corps-là est hors usage. Il ne sert plus à rien. Ce corps-là est devenu une sorte de, voilà, une marchandise sans valeur. Même pour moi, ça n'a pas de valeur. J'imagine pour les autres, c'est encore pire. J'ai pas de valeur. Je ne vaux à rien. Même pas le prix de l'eau que j'ai en moi. Combien de litres t'as en toi? Combien de litres? Ça vaut pas grand chose, le litre d'eau. Et alors, protéines, ça vaut quoi? Pas de valeur, protéines. Protéines, comme ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Même pas de la bouffe pour chien. Ça sert à rien, je sers à rien. Je pourrais nourrir un crocodile, un fauve, à la rigueur, mais je risque de les intoxiquer. Attention, j'en ai accumulé des choses dégueulasses, 60 ans d'accumulation. Alors là, quantité de poison, métaux lourds. J'en ai ingéré des petites particules. Et puis, mon corps, il est tout sauf délectable. Voilà, il est plein de, je sais pas, partout, dès qu'on y goûte, on ressent toute l'amertume, voilà, toute la fadeur et toute je sais pas, j'ai pas bon goût. J'ai vraiment, voilà, j'ai été, je sais pas, j'ai en moi toutes les déceptions, toutes les mauvaises choses, toutes les, les acrimonies, les ressentiments, toutes ces choses qui m'ont empoisonné. Alors, c'est à une époque, il y a eu pas loin, c'était une, une expression, c'est toxique, un ami toxique. Moi, je suis toxique. Voilà, tout simplement, je suis toxique au sens littéral du terme. Donc, voyage, et c'est un petit voyage que l'on fait à un moment donné de remise
comment dire, d'essayer de se, d'essayer de se replacer dans une sorte d'exercice de mise, de nivellement, d'exercice d'abaissement de soi. C'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin, le bon chemin, le seul chemin pour obtenir une rédemption, la rédemption. Je suis même pas sûr. La rédemption, d'ailleurs, c'est quoi la rédemption? Je sais même pas si je vaux le coup d'être sauvé ou d'être épargné, je sais même pas. Voilà donc une chose, alors Miserare, ça tombe à l'eau, malheureusement, c'est tombé à l'eau, mais c'était pas non plus une extraordinaire idée, parce qu'il faut, pour demander pardon, pour appeler finalement à la miséricorde, il faut être dans une sorte de tension intérieure particulière, un état propice à cela. Et c'est vrai de faire revenir Dieu sur la scène et de nouveau de l'impliquer. Et j'y suis pas encore tout à fait préparé. C'est vrai que si je fais appel à un Dieu, évidemment, je prends toutes les images et tous les stéréotypes existants. C'est pas très très satisfaisant. Ça apaise pas vraiment. Donc il faut avoir une approche de Dieu. Il faut que cette approche soit différente. Il faut qu'elle soit personnelle, il faut qu'elle soit voilà, qu'elle fasse preuve de comment dire, preuve d'innovation. Faut changer, il faut modifier son approche pour qu'elle corresponde réellement, peut-être à l'époque ou alors je sais pas quoi. Donc tant qu'on utilise les mêmes figures et les mêmes, on va pas pouvoir avancer comme, évidemment, on va rester au même point que les autres, toujours bloqué, toujours en but au même, finalement, au même constat. Dieu est silencieux, Dieu est absent, Dieu ne répond pas, Dieu est occupé ailleurs. Voilà. Donc la figure de Dieu, il faut la travailler, faut la rénover, il faut la dépoussiérer, il faut je sais pas quoi en faire. C'est un élément dynamique, c'est intéressant parce que ça peut apporter quelque chose. Alors, parce que des fois on n'a pas autre chose à mettre à la place. C'est ça. Un Dieu fort, mais en même temps, faut qu'il soit un peu indifférent tout de même. Il faut pas qu'il soit trop présent, trop impliqué. Faut qu'il puisse donner un coup de main, mais après, disparaître après, quoi. Qu'il nous laisse quand même nous débrouiller entre nous. C'est pas non plus, on est là, on a la capacité de s'auto-gouverner, de prendre des décisions qui nous conviennent. C'est uniquement, on a besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Et peut-être de l'expertise de quelqu'un qui jouit qui a la capacité de voir un peu dans toutes les directions, voilà, donc une expertise ou plutôt un conseil, voilà, un conseil amical venant de Dieu, évidemment, et totalement désintéressé. Alors je vais arrêter parce que ça prend des proportions un peu bizarres comme ça évolue, mais
il n'y a pas, justement, ce n'est pas surprenant. C'est pas, c'est ça la parole. Alors, il y a un moment où quelqu'un va dire, ben, ma parole, ben, c'est Dieu qui me l'inspire, etc. Moi, je me dis, c'est la parole, elle naît d'elle-même. Il n'y a ni Dieu, il n'y a personne qui en est responsable. La parole est autonome, elle apparaît, elle a sa propre, comment dire, presque, elle existe presque, elle existerait presque pour elle-même. Alors quand ouais, elle crée, elle arrive à se libérer de celui qui, euh, qui en est un peu le concepteur ou voilà. Je conçois un mot, mais en même temps, ce mot m'échappe. Il devient totalement libre, totalement, il s'auto-détermine et il choisit de vivre sa vie. Alors, quelquefois, on est en train de parler d'une chose, et cette chose-là, on ne sait pas. On ne sait pas comment elle est venue, comment elle a réussi, comment elle a réussi à, je sais pas, à trouver le chemin, à trouver la voie pour venir, pour arriver à se faire, comment dire, énoncer comme ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on est étonné devant un propos. Tiens, ce propos, il vient de ma bouche, c'est moi qui l'ai dit. Eh ben non, ça ne doit pas être moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est, voilà. Je suis devenu un simple, pas dire un boîte d'enregistrement, mais je suis devenu un simple haut-parleur. Voilà, un simple porte-voix de quelque chose qui, je sais pas nommer, tiens. Voilà, donc c'est un peu fini, puisque j'arrive à 1 heure, donc cette prise de parole qui était encore sous le patronage d'un thème, cahier du voyage immobile, sous donc ça prend cet aspect-là, ça varie sans tout à fait varier, et quelquefois ça ressemble un peu à un exercice un peu scolaire, un peu on se force, on essaie de composer, voilà, et ça marche un peu, et ça marche pas tout à fait. Il faut être à l'écoute de son corps. Il y a quelquefois où on est assez fatigué, assez épuisé, donc c'est vraiment prendre la parole et est un peu une gageure, voilà. Et, ouais, on est obligé à la fin de constater le résultat. Alors c'est c'est mitigé, au minimum c'est mitigé. C'est peut-être pas très crédible, pas très convaincant, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le prix à payer pour rester présent, pour ne pas, pour rester dans ce monde des mots et comme ça, à la suite, faut pas arrêter, même si on a des difficultés, même si on n'est pas tout à fait à l'aise. Ben justement, voilà, ça montre qu'on n'est pas des dieux de la parole, on n'est pas des maîtres, on est toujours des apprenants, toujours des. C'est un éternel recommencement de cette. Voilà, on, on apprend, puis on réapprend, puis on réapprend tous les jours. Et voilà, éternellement au service des mots, au service de. Et puis après, voilà, c'est ça.
comment dire ce que l'on n'arrive même pas à, arrive même pas, il y a une impossibilité presque physique à penser certaines choses. C'est impossible, impossible de d'avancer un mot de plus. Impossible. Pourtant, parce que cet exercice ou cette thématique est difficile. Ça avait été un commentaire politique, un commentaire sociologique, ça aurait été facile. Mais là, c'est particulier comme exercice, comme thème. Donc il faut quand même rester, tant que c'est possible, autant que possible, rester proche du voyage immobile. Après, moi, j'ai cette histoire. Ces choses de Dieu ne sont pas tout à fait dans le voyage immobile, même si, en fait, on pourrait dire, tiens, je me rapprocherai petit à petit de Dieu, voilà. C'est une manière de faire le déplacement vers Dieu. Petit à petit, je commence une lente réputation, mais c'est un voyage vraiment très immobile et très très long, presque imperceptible. Mais c'est quand même du déplacement. Alors, à la fin, qu'est-ce que ça va être? Enfin, je vais dire, je vais dire quoi? Merci Dieu de m'avoir accordé ceci ou cela, et même de m'avoir privé de ceci ou cela. Ça, je peux pas te le reprocher parce que tu es le maître, parce que tu es celui qui dispense ses richesses, voilà, qui privilégie certains, et puis voilà, et que de l'autre côté, voilà. J'ai toujours été intéressé par un peu par la corne d'abondance, voilà. J'ai pas eu droit à utiliser la corne d'abondance, même pas une fois. Et cette idée du mana, le mana, le manna wa salwa, anzalna alaykum al manna wa salwa. Ça, j'aurais aimé, voilà, mais là, c'est un contexte à part. La légende. Faut. Ouais, c'est pas, ça peut être intéressant de croire dans les légendes. Pourquoi pas? Faut savoir exercer des déplacements, effectuer des déplacements dans un sens ou dans l'autre. On ne doit pas s'interdire, voilà, de voyager, de faire des voyages un peu régressifs, pourquoi pas. Mais si on peut appeler ça une régression, c'est un jugement de valeur, c'est pas régressif. D'aller vers une certaine tradition, pourquoi pas. Il faut bien se revendiquer de quelque chose, donc de la tradition ou de la nouveauté, pourquoi pas. Mais des fois, on a envie, alors selon la saison, selon l'humeur, selon le besoin, on change. Un jour, je suis traditionnaliste, l'autre jour, je suis moderniste, je suis dans la rupture, je suis dans l'opposition. Quelquefois, je peux être fatigué de m'opposer, je peux être fatigué de toujours montrer de la résistance, de l'opposition, du rejet, voilà, d'être toujours désobéissant, anticonformiste, et quelquefois il y en a marre d'être un anti et juste alors c'est fini pour ce moment particulier. J'ai une petite voix, c'est comme ça. En tout cas, je me plains, je dois me plaindre puisque je ne sais. Il y a des mots, c'est pas que je peux pas les dire, je suis interdit de les prononcer. Il m'est interdit de les prononcer. J'ose même pas en dire le plus petit bout. Je suis interdit de les dire.
Je dois même pas commencer à expliquer le pourquoi, même de façon minuscule. Je ne veux même pas donner la moindre indication. Parce que c'est cela. La vie vous apprend à être non pas seulement prudent, mais hyper prudent, mais plus que cela, à être dans une sorte de terreur, voilà. Je suis terrorisé, je suis terrifié, je peux même pas faire confiance à l'instant d'après. Je suis tétanisé, je peux pas. Donc c'est pas seulement un voyage immobile, mais je ne peux même pas cligner des yeux, je ne peux émettre aucun son. Immobile mais taiseux, immobile mais silencieux, immobile mais sans même pouvoir songer à une chose d'agréable ou à une chose, voilà, je peux même pas m'évader. Je sais pas, penser au printemps, penser au bon moment, euh, penser à l'eau, je peux pas. Je suis interdit, voilà. Si je le fais, je risque de le payer très cher. Donc pas le petit moment on relâche pas sa vigilance. On fait pas confiance. Je fais pas confiance à la vie. Je lui fais pas confiance là, en cet instant. Et l'instant d'après, pareil, jamais, aucune confiance. Faut pas baisser sa garde. Faut pas. Faut pas. Faut rester prêt. Prêt pourquoi? Je dirais pas pourquoi. Donc on est là, c'est une drôle de situation. C'est en fait, on a envie de se renier, on a envie finalement de non pas non pas s'auto-saboter, mais on a envie de effacer tout ce que l'on est, tout ce que l'on a été, et non pas pour recommencer, on n'a même pas envie d'avoir encore de la mémoire, d'avoir encore du sentiment, d'avoir encore la capacité de penser, d'hiérarchiser, d'essayer de catégoriser, on n'a même plus envie de cela. Une petite pensée pour finir à propos de Deleuze, qui aimait bien lui aussi parler, à propos duquel on a dit qu'en fait, il pensait en parlant. Sauf que, a priori, il avait quand même des notes, donc il s'aidait avec ses notes, mais on pouvait le voir, on pouvait l'entendre penser. C'est intéressant. Mais la petite pensée, c'est pour sa fin de vie qui fut tragique, évidemment, comme on le sait. Voilà. Donc, la parole ne vous préserve pas du risque de mal finir. Elle ne vous absout pas. Elle ne facilite pas un peu votre trépas. Parler, se nourrir des mots, nourrir les mots, élever les mots, accompagner les mots, ça fait, non. Les mots, ce ne sont que je sais pas, ça ne fait rien, ça n'a pas d'effet sur le réel. Voilà. Il y a les mots et il y a le réel. Et le réel, c'est un corps biologique. Et ce corps biologique, bah, il a ses propres règles. Voilà. Et ce corps biologique, ben, il faut en prendre soin, comme d'un corps biologique et non pas en le traitant comme si c'était une abstraction. Un corps
Et ça a des droits, on peut dire ça. Et voilà, donc il y a des choses que l'on paye, on pourrait dire de façon assez paresseuse, tout se paye d'une certaine façon. Tout se paye un degré ou un autre. Puis après, il y a des moments où on n'a plus envie de payer. Voilà, on décide d'abréger le calvaire, de mettre fin à l'agonie, et voilà, et on prend une décision assez douloureuse, voilà, assez impactante. Et après on fait une rencontre. Voilà, je vous dis pas, vous connaissez tous comment ça s'est passé, donc c'est pas la peine de le dire. Par une sorte de respect pour la personne. Voilà. C'est, c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Alors c'est vrai que la parole, moi je me nourris un peu de la parole des autres, mais apparemment personne ne s'intéresse à ma parole, personne ne s'en nourrit et ça me désole énormément. J'aimerais que cette parole elle puisse un peu s'épanouir, même connaître un petit succès, pourquoi pas, et finalement éveiller l'intérêt de certains pour ma démarche. Mais je veux pas m'illusionner, en tout cas j'arrête là parce que sinon je vais, je vais commencer à partir. Là je sens que j'ai un petit moment, mais je vais pas quand même l'utiliser. Je vais abréger. J'ai commencé un peu à partir et c'est ça. Je me pose toujours la question par rapport à la qualité de l'enregistrement, vu que le webcam est une webcam assez basique, et donc elle risque de pas enregistrer comment dire, les la tessiture, enfin, le registre d'expression qui a été le mien, et une parole très basse, assez basse plutôt, qui pourrait ne pas être assez audible, mais c'est comme ça. Et il faut vraiment une webcam avec un bon micro pour tout capter. Car il y a quelquefois des paroles qui nous demandent de les prononcer de façon de façon atténuée, de presque sourde, être un peu, faire parler en sourdine. Alors, je sais pas. Il faut baisser son intensité phonique ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et on peut constater, faire tourner autour, etc., pour essayer de placer une grande phrase, une belle fin pour faire une belle sortie. Ben, il y en a pas. On tourne autour, ça ne vient pas, et c'est même pas nécessaire. La belle sortie n'est qu'une figure de style, purement c'est purement esthétique, ça n'a aucun intérêt. Je me retire sans rien dire. Je me retire, et puis après, c'est ça. Bon, ça y est, je suis parti.